Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce 19 Info, à la une de l'actualité de ce mercredi 12 juin. Au 250e jour de l'agression génocidaire sioniste sur la bande de Gaza, le bilan des morts ne cesse d'augmenter et dépasse la barre des 37 000 martyrs. L'opération sioniste dite de sauvetage d'otages pourrait constituer un crime de guerre selon un responsable de l'ONU. Et à Alger, ce mercredi marque le début des travaux de la 8e session de la commission mixte bilatérale entre l'Algérie et Oman. Et depuis l'ONU, Ammar Benjamin réitère le soutien de l'Algérie aux causes justes, notamment au Sahara occidental. Madame, Monsieur, bonsoir et nous entamons cette édition avec la situation à Gaza en Palestine occupée. En ce 12 juin 2024, l'agression génocidaire sioniste sur la bande de Gaza en Palestine occupée arrive à son 250e jour. Durant les dernières 24 heures, les forces d'occupation ont commis 3 massacres contre des familles dans la bande de Gaza, durant lesquels au moins 40 personnes ont été tuées et 120 autres blessées, portant ainsi le bilan de l'agression génocidaire sur l'enclave palestinienne à 37 164 martyrs et 84 832 blessés depuis le 7 octobre 2023. À noter que selon les agences onusiennes et les humanitaires, plus de la moitié des morts dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier sont des femmes et des enfants. La situation des enfants à Gaza, justement, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, tire la sonnette d'alarme et alerte. Par voie d'un communiqué publié mercredi, il affirme qu'au moins 3000 enfants à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, risquent de mourir faute de recevoir les soins nécessaires, déplorant l'offensive sioniste sur la ville de Rafah et la destruction des infrastructures médicales qui, comme vous le savez, sont la cible des forces de l'occupation sioniste. L'UNICEF explique que la violence et le déplacement forcé affectent l'accès des familles désespérées aux installations et aux services et aux soins de santé, et craignant de voir le nombre d'enfants tués augmenter. Citée par un communiqué, la directrice régionale de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Adel Kodra, a indiqué, je cite, « Avec tous les hôpitaux détruits, les traitements interrompus et les fournitures rares, nous nous préparons à davantage de souffrances et de décès d'enfants ». Par ailleurs, la directrice régionale affirme que l'UNICEF dispose de l'aide nécessaire si toutefois l'accès est permis à Rafah. Et elle réitère l'appel de l'UNICEF à un cessez-le-feu immédiat. Les conditions de vie de l'ensemble des Palestiniens dans la ville de Jabalia, comme partout ailleurs dans l'enclave palestinienne, sont inhumaines. Rien que pour pouvoir avoir accès à l'eau, les Gazaouis doivent parcourir des kilomètres, des heures de marche pour quelques litres d'eau. Une eau très souvent contaminée et responsable de la propagation des maladies infectieuses. Et évidemment, ces conditions de vie sont le résultat du siège volontaire imposé par l'entité sioniste depuis le début de son génocide le 7 octobre dernier. C'est un reportage signé Souila Akilal. Au milieu des décombres de la ville de Jabalia en ruine, Ahmed El Chambari et ses enfants parcourent des kilomètres à la recherche de quelques litres d'eau.
Il leur a fallu plus d'1 heure et demie de marche pour arriver au point d'eau. Ce Palestinien et ses jeunes enfants devront parcourir sous le soleil la même distance en sens inverse pour entrer au refuge avec une dizaine de litres d'eau qui permettront à cette famille de 5 personnes de tenir jusqu'au lendemain. Le point d'eau est loin de l'école où nous nous réfugions. Je marche depuis environ 1 heure et demie et je ne suis toujours pas arrivé. La quantité d'eau que je ramène est limitée. Nous l'utilisons pour faire la vaisselle, cuisiner, le linge et nous laver. La quantité est limitée, 2 gallons maximum pour toute la journée. Avant la guerre, l'eau était propre et filtrée. Nous buvions même l'eau du robinet car elle était très propre. Aujourd'hui, l'eau est salée, polluée et elle n'est pas potable. Nous l'utilisons uniquement pour laver la vaisselle et les vêtements. On ne peut même pas cuisiner avec. Ces quelques précieux litres d'eau, la famille Chambari devra les rationaliser. Exemple, l'eau avec laquelle la vaisselle est rincée servira d'eau de bain pour les enfants. Mes enfants prennent leur bain dans une petite bassine. C'est l'eau avec laquelle j'ai rincé la vaisselle. Elle n'est pas propre. Il n'y a pas d'eau ici dans le nord. Une eau contaminée, impropre à la consommation. Dans les camps de réfugiés, les maladies infectieuses font des ravages. Chaque semaine, on est malade à cause de l'eau polluée. On est atteint d'hépatite qui provoque un jaunissement des yeux. Nous avons aussi des infections intestinales. Toute l'école est contaminée. Tout le monde souffre de cette maladie. Il n'y a pas d'eau propre. L'eau n'est pas potable, mais nous sommes obligés de la boire. Priver les Palestiniens de tous leurs droits, même les plus élémentaires, toucher à la dignité humaine. C'est ce que tente de faire l'entité sioniste depuis 8 mois à Gaza. Mais ce peuple martyr demeurera enraciné et attaché à sa terre, qu'importe le prix à payer. Au moins 6 civils palestiniens sont tombés en martyrs ce mercredi et plusieurs autres ont été blessés lors d'un bombardement sioniste sur une maison dans le quartier de Zeytoun au sud-est de la ville de Gaza. Cela porte à 14 le nombre de civils tués ce mercredi depuis les premières heures de la matinée par des frappes aériennes de l'occupation sioniste. L'entité sioniste épinglée pour crimes de guerre par des enquêteurs indépendants de l'ONU pour crimes contre l'humanité et d'extermination dans la bande de Gaza, affirmant, je cite, les crimes contre l'humanité d'extermination, de meurtre, de persécution fondée sur le genre, ciblant les hommes et les garçons palestiniens, de transferts forcés, d'actes de torture et de traitements inhumains et cruels ont été commis par Israël. Fin de citation. Par ailleurs, les enquêteurs indépendants onusiens constatent que les déclarations faites par des responsables sionistes relèvent de l'incitation et peuvent constituer d'autres crimes internationaux très graves. Un enfant a été tué et d'autres ont été blessés ce mercredi à l'aube après que les forces d'occupation aient bombardé une maison à Rafah au sud de la bande de Gaza et 7 civils palestiniens ont également été assassinés et plusieurs autres ont été blessés après que l'avion militaire sioniste a bombardé une maison dans le quartier de Shujaiya à l'est de la ville de Gaza. Pour le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Jérémy Lawrence, s'est dit profondément choqué face aux lourdes pertes civiles résultant de l'offensive sioniste à Gaza dans le but de sauver des otages, affirmant que les opérations sionistes ont ravagé Gaza, que cela pourrait constituer un crime de guerre. Pour rappel, une opération dite de sauvetage d'otages menée samedi par l'armée d'occupation sioniste a fait en moins de 274 martyrs et fait au moins 678 blessés. Lors d'une conférence de presse, Lawrence a qualifié la dite opération de désastreuse, déplorant notamment les raids menés dans des zones densément peuplées.
The manner in which the raid was conducted in such a La manière dont le raid a été mené dans une zone aussi densément peuplée remet en question le respect des principes de distinction, de proportionnalité et de précaution tels qu'énoncés par les lois de la guerre par les forces israéliennes. Par ailleurs, des colons sionistes ont démoli ce mercredi un certain nombre d'installations agricoles et 2 casernes au nord-ouest de Eriha en Cisjordanie occupées. Les terres d'El Marjat qui s'étendent sur la route reliant la gouvernorat de Ramallah et Eriha sont le théâtre d'attaques continues contre les terres, les véhicules et les communautés bédouines dans un contexte d'escalade des attaques coloniales. L'État de la Palestine, représenté par son représentant permanent auprès des Nations Unies, Riyad Al-Mansour, et la Barbade, représentée par son représentant permanent auprès des Nations Unies, François Jackman, ont signé une déclaration commune d'établissement des relations diplomatiques entre les 2 pays. La mission permanente de la Barbade auprès des Nations Unies à New York, les 2 parties ont affirmé que les relations diplomatiques entre les 2 pays sont fondées sur le droit international. Par ailleurs, les 2 parties ont également signé un mémorandum adressé au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour l'informer officiellement de la signature de cette déclaration commune, demandant sa contribution aux autres missions diplomatiques. Et dans le reste des territoires palestiniens occupés, les agressions se poursuivent également. C'est le cas notamment à Côte-Ouest où les colons sionistes ont une nouvelle fois pris d'assaut les esplanades de la mosquée d'Al-Aqsa, a rapporté l'agence palestinienne Wafa. Les colons sionistes qui se donnent depuis plusieurs années à la profanation de la mosquée d'Al-Aqsa, 3e lieu saint de l'islam. Les colons ont encore précédé de la même façon en rentrant par groupes progressifs et en envahissant donc l'esplanade de la mosquée par la porte dite des Maghrébins. Seul accès des non-musulmans à l'esplanade et ont mené des marches provocatrices dans cette esplanade, a par ailleurs souligné l'agence Wafa. Le secrétaire général des États-Unis poursuit sa 9e tournée au Moyen-Orient depuis le début de l'offensive génocidaire sioniste sur la bande de Gaza. Il est là-bas pour défendre un plan de cessez-le-feu sur la bande de Gaza proposé par le président américain Joe Biden. Une proposition qui ne trouve pas adhésion auprès du mouvement Hamas. Le Hamas, en effet, propose quelques modifications et Washington, par la voix de son secrétaire d'État, estime que ces demandes sont irréalisables. Sur la base de ce que nous avons vu, de ce que j'ai discuté avec le Premier ministre et de ce que nous avons discuté avec nos collègues égyptiens, nous sommes déterminés à essayer de combler les lacunes. Et je pense que ces lacunes peuvent être comblées, ce qui ne veut pas dire qu'elles le seront, car encore une fois, cela dépend en fin de compte de la volonté des gens de dire oui. Et au moins 4 personnes sont tombées en martyrs en Liban et plusieurs autres ont été blessées mardi en fin de journée lors d'une frappe aérienne sioniste sur la ville de Tyr au sud-est du Liban, ont rapporté les médias libanais. Selon les sources médicales locales, des équipes de défense civile et de l'autorité sanitaire ont continué à déployer les décombres de la maison et la Croix-Rouge libanaise a poursuivi ses efforts pour le transport des blessés vers les hôpitaux de la ville, précisant que les recherches se poursuivent encore dans l'espoir de retrouver les personnes disparues lors de cette attaque.
Voilà donc pour ce qui est de la situation à Gaza qui subit actuellement un génocide. Et dans le reste de l'actualité à Alger, les travaux de la 8e commission mixte algéro-omanaise ont débuté mercredi à Alger et sont présidés conjointement par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger Ahmed Attafa et son homologue omanais Badr bin Hamed bin Hamoud El Boussaïdi. Pour rappel, mardi, les experts ont tenu des réunions préparatoires de cette 8e édition. À noter que ces réunions ont été consacrées à l'examen des dossiers de coopération et de partenariat dans plusieurs secteurs d'intérêt commun et à la définition de nouvelles voies à même d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations algéro-omanaises. Ces rencontres nous ont permis d'établir une évaluation très positive car le sultanat d'Oman compte parmi les pays considérés comme les plus grands pays arabes investisseurs en Algérie dans des secteurs qu'on peut réellement qualifier de stratégiques. Cette session nous a ainsi donc permis de définir deux nouveaux secteurs prioritaires en coopération bilatérale. Et à cette occasion, le chef de la diplomatie algérienne a réitéré le soutien de l'Algérie à la Palestine occupée qui subit actuellement un génocide à Gaza. On l'écoute. Je ne peux m'empêcher de signaler la convergence de points de vue entre nos deux pays concernant certaines questions liées à cette région du monde arabe, en particulier la question palestinienne, dont les deux pays se sont longtemps positionnés dans le camp des supporters de ceux qui soutiennent ce pays, surtout en cette période de crise et de guerre qu'ils traversent en raison de l'agression continue. Et dans le dossier sahraoui, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Benjama, a réitéré avec force les fondamentaux de la position immuable de l'Algérie sur la décolonisation et le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Benjama, qui s'exprimait mardi à l'occasion des travaux de la session du comité de décolonisation de l'ONU C24 tenue mardi donc à New York, a par ailleurs affirmé que le C24 revêt une importance particulière pour les pays ayant souffert des affres de la colonisation et arraché leur indépendance, ajoutant par ailleurs, je cite, « Nous venons des quatre coins du monde et nous avons accédé à l'indépendance, parfois à l'issue de luttes acharnées pour l'autodétermination et la liberté. » Et dans ce contexte, les diplomates déplorent qu'au sein même du continent, le processus de décolonisation ne soit pas parachevé puisque les territoires sahraouis demeurent sous occupation marocaine. La question du référendum est un point technique, mais il demeure politique en grande partie, puisqu'il est la seule voie pour tous pour pouvoir se concerter avec les populations sous le joug colonial. Le référendum ne peut être remplacé par des ouvertures de représentation consulaire ou des annonces faites par des pays qui sont loin du conflit. De son côté, le représentant permanent du Front Polisario auprès des Nations Unies déplore le fait que la question de la décolonisation du Sahara occidental reste otage des velléités de certains États. On l'écoute. La seule demande du peuple sous la direction du Front Polisario est l'indépendance, consacrée par des décennies de colonisation et qui a été couronnée par l'édification de l'État du Sahara occidental, la RASD, en 1976. Ces visées expansionnistes souvent imposées par l'État colonial marocain et avec lui et avec l'aide des entités alliées et collaboratrices visent avant tout à empêcher notre peuple à son droit à l'autodétermination. Et par ailleurs, et à l'occasion d'une réunion au Conseil de sécurité, le représentant permanent de l'Algérie a affirmé que la Syrie a été victime d'injustices historiques dont il faut faire réparation. Tout de suite, on l'écoute. La reprise des hostilités ne ferait que perpétuer l'insécurité et ferait sombrer la Syrie de nouveau dans la violence. Il faut donc éviter ce scénario à tout prix, car cette situation risque de saper tous les progrès déjà réalisés à ce jour.
Nous sommes également inquiets au sujet des violations de la souveraineté syrienne. Nous condamnons ces violations qui sapent également la paix et la sécurité régionale. Et en France, la scène politique française se retrouve chamboulée. Et le mot peut être faible et pour cause les conséquences politiques hexagonales. La dissolution de l'Assemblée nationale par le président français Emmanuel Macron. La création d'un front populaire à gauche. La montée en puissance de l'extrême droite et l'impulsion de la droite ont fini de débattre les cartes, ouvrant ainsi la porte à l'imprévu. Le point avec Safouane Ben Sabri. La scène politique française est en effervescence depuis l'annonce coup sur coup des résultats des élections européennes, suivies de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Un séisme provoqué par le locataire de l'Élysée qui a retourné le paysage politique français et dont les secousses n'ont pas fini de faire bouger les lignes à droite et à gauche. La clarification est le mot d'ordre d'Emmanuel Macron qui a pris la parole dans une conférence de presse ce matin. Clarification, le mot est resservi par toute la Macronie sur les plateaux télévisés. C'est en réalité une grande réorganisation, parfois bancale, qui est observée. Selon de nombreux observateurs, le coup de poker de Macron aurait dû permettre de renvoyer aux extrêmes le camp de Mélenchon et celui de Marine Le Pen, tout en amenant vers le camp présidentiel tous ceux qui se trouvent entre les deux. La manœuvre aurait permis au camp présidentiel de rassembler ceux considérés comme raisonnables par l'ancienne majorité présidentielle et donc fréquentables. C'était sans compter sur la création express d'un front populaire à gauche et à l'implosion de la droite classique. Un candidat unique à gauche permettra donc à celle-ci d'assurer une importante représentation à l'Assemblée. À droite, en revanche, les Républicains refusent de s'allier à l'extrême droite. L'alliance Reconquête-Rassemblement National n'est pas non plus d'actualité. Il reste donc la gauche, le centre présidentiel, une droite faible et l'extrême droite. Une nouvelle donne qui contrarie particulièrement le président français. Nous avons des alliances contre nature aux deux extrêmes, qui ne sont d'accord à peu près sur rien, sinon les postes à partager, et qui ne seront pas en capacité d'appliquer quelconque programme. Emmanuel Macron voulait un sursaut contre les extrêmes. Il risque de se retrouver pris au centre par un sursaut des oppositions à gauche comme à droite. La France pourrait se retrouver dans une configuration triangulaire à l'Assemblée, sans majorité claire, caractérisée par une paralysie parlementaire. Les tensions commerciales entre la Chine et l'Union européenne se poursuivent et il semble que l'Union européenne veuille franchir une nouvelle étape dans les tensions entre les deux superpuissances. Alors que les relations donc entre les deux puissances économiques sont toujours tendues, la Commission européenne a menacé d'imposer des droits de douane supplémentaires allant jusqu'à 25% sur les importations de voitures électriques venant de Chine et ce à partir de juillet 2024. Et pour cause, Bruxelles accuse Pékin d'avoir favorisé illégalement ses constructeurs d'automobiles. Le vice-président exécutif Valdis Dombrovskis a présenté au collège les résultats provisoires de l'enquête en cours sur la chaîne de valeur des véhicules électriques à batterie en Chine. En particulier, cette chaîne de valeur bénéficie d'une subsidiarisation injuste qui constitue une menace de préjudice économique pour les producteurs européens de véhicules électriques à batterie. En moins, 49 personnes sont mortes et 140 disparues après le naufrage d'un bateau de migrants au large du Yémen, a annoncé mardi l'Organisation internationale pour les migrants. Il transportait environ 280 migrants essentiellement issus de la Corne de l'Afrique qui cherchaient à rejoindre les côtes yéménites. Parmi les décès se trouvaient 31 femmes et 6 enfants. Un précédent bilan faisait état de 39 morts. Pour le porte-parole de l'OIM, cette tragédie, une fois de plus, rappelle qu'il est urgent de travailler pour relever les défis urgents de la migration et assurer la sécurité des migrants le long des routes migratoires.
Madame, Monsieur, ainsi va l'actualité. Merci pour votre fidélité. Sur l'ensemble de nos plateformes digitales, retrouvez les informations de ce 19e pour et bien plus encore. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.